L'intitulé de mon intervention, la juridiction administrative face aux défis climatiques. J'ai choisi d'entamer cette intervention par la citation de M. Bruno Lazare, ancien vice-président du Conseil d'État français. Et je cite, « La lutte contre le réchauffement climatique ne se limite plus aux déclarations politiques, elle est une réalité juridique que le juge administratif est prêt à sanctionner. » Activisme climatique, procès climatique, contentieux climatique et aussi justice climatique sont autant de vocables qui ont fait progressivement leur apparition dans le discours juridique, tout ont pour caractéristique commune de mettre en lumière l'inertie de pouvoirs publics et des États face aux défis du changement climatique, au rang desquels figure en première place le réchauffement climatique. Véritable enjeu politique, la question du changement climatique se mue depuis quelques années en véritable enjeu juridique. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer la multiplication de recours dits climatiques à l'échelle mondiale, dont le plus exemplaire de fait de son succès reste incontestablement l'affaire Fondation Urgenda. Devenu donc un sujet majeur pour l'opinion publique, la question du changement climatique est désormais dans le prétoire des juges, quels que soient juges judiciaires, administratifs, mais aussi constitutionnels. Cela a conduit à des décisions dans plusieurs États, inspirant les gens par-delà les frontières de chacun des pays. Pour faire respecter les engagements internationaux, les juges ont, partout dans le monde, vérifié les actions des autorités publiques contribuant à l'émergence d'un véritable droit climatique. Chronologiquement, l'affermissement du droit climatique commence probablement aux États-Unis, avec l'arrêt Massachusetts Vice Environmental Protection Agency, rendu par la Cour suprême le 2 avril 2007, qui a marqué le début du mouvement de judiciarisation en cette matière et posé les bases de la stratégie contentieuse, à savoir l'action devant des juges d'agence et d'associations afin d'obliger les États à agir pour réduire ou atténuer les effets au changement climatique. Aux Pays-Bas, la Cour suprême a reconnu aussi l'existence d'un consensus scientifique sur la gravité du changement climatique et ordonné au gouvernement néerlandais, sur le fondement des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de diminuer de 25% les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'affaire Urgenda. Le 30 juillet 2020, la Cour suprême d'Irlande a annulé le plan de lutte contre le réchauffement climatique du pays, jugé insuffisant et imprécis. Le programme de l'ONU pour l'environnement faisait état en juillet 2020 d'une importante augmentation de litiges depuis 2017, avec en 2020 plus de 1550 procès liés au changement climatique. Cette implication des juges, qui sont les garants des engagements consentis par l'État, est un signe de maturité et de réflexion autour du droit climatique. À l'évidence, l'État tunisien ne pouvait pas échapper à cette dynamique mondiale. S'agissant du juge administratif, il est celui qui contrôle que l'État respecte ses engagements pour l'environnement. Il se prononce depuis longtemps sur les conséquences environnementales des mesures prises par l'administration. Le phénomène qu'il est désormais convenu de qualifier de justice climatique suscite en Tunisie des questions nombreuses et relativement très nouvelles. Des questions de technique juridique, d'abord quant au contentieux administratif et aux évolutions du droit de l'environnement. Des questions plus théoriques, également quant au rôle du juge dans la culture juridique, tunisienne bien sûr, aux possibilités de mélantisme par le droit et à l'effectivité des normes juridiques. Si aujourd'hui l'urgence d'agir se fait plus que ressentir le droit, précisément le droit administratif, à travers l'action de son juge, mais aussi des moyens mis à sa disposition, est-il en capacité de répondre à ce défi climatique? Pour répondre à cette problématique, je vais présenter tout d'abord la justice climatique en Tunisie comme un nouveau terrain plus vert pour le juge administratif. Et je vais, en deuxième lieu, essayer de nuancer cette affirmation
et présenter l'environnement comme un environnement peu propice pour que le juge administratif puisse faire face aux enjeux climatiques. Donc, dans cette première partie, nous allons décrire le phénomène de la justice climatique. Et pour ce faire, nous allons essayer de comprendre le contexte international qui a fait naître ce nouveau contentieux et détailler les raisons pour lesquelles les juges, en général, les juges administratifs particulièrement, y considérés comme étant une solution face à la situation climatique inquiétante. D'abord, concernant les promesses internationales des États en matière climatique, la fin du XXe siècle marque une prise de conscience générale du problème qui est le réchauffement climatique et des conséquences catastrophiques qu'il peut engendrer dans un futur très proche. Ce diagnostic alarmiste concernant le réchauffement climatique s'est alors inscrit à l'ordre du jour de multiples négociations qui donnent lieu à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'accord de Paris sur le climat dont l'objectif est de maintenir l'augmentation de la température. Tous ces accords internationaux forment en réalité un cadre juridique reprenant des objectifs et orientations que les États se sont engagés à respecter afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Cependant, malgré tous ces engagements, les objectifs qui en sont fixés ne sont pas atteints. Ces promesses s'avèrent donc peu effectives en réalité. Au niveau international, aucun dispositif de contrôle, aucune institution ne sont mis en place par une convention, ni même un mécanisme de responsabilité étatique. De plus, les obligations sont entendues largement, ce qui laisse place à une certaine souplesse. D'un point de vue interne, le gouvernement semble indifférent au discours scientifique inquiétant et guidé essentiellement par des intérêts économiques, peine à mettre en œuvre une politique ambitieuse à la hauteur de leur engagement. À l'inverse, les émissions ne cessent de croître malgré les accords. Face à cette inaction, différentes organisations non gouvernementales ainsi que de citoyens ont commencé à exiger leur État qu'ils respectent leurs engagements. Par conséquent, il est difficile de comprendre l'inaction des États dont leur tâche est importante. Le phénomène de la justice climatique a ainsi vu le jour, dans un premier temps aux États-Unis, pour ensuite se répandre dans le monde entier. Cette notion de contentieux climatique peut être définie comme tout litige fédéral, étatique, local porté devant les organes administratifs ou judiciaires dans lequel les plaintes des parties ou les décisions du tribunal soulèvent directement et expressément une question de fait ou de droit concernant le fond ou la politique liée aux causes du changement climatique et ses effets. Parmi les différentes sortes d'actions existantes, nous nous attardons sur celles portant à la fois sur la demande de mise en adéquation des objectifs internationaux ou nationaux relatifs à la lutte contre le changement climatique et la carence de la politique nationale en matière de mesures d'atténuation ou d'adaptation. Je vais présenter maintenant les raisons pour lesquelles on va considérer le juge administratif comme un allié dans cette lutte. Pourquoi donc le juge administratif considéré comme l'une des voies adéquates aux revendications climatiques? Face à une politique de l'autruche menée par les gouvernements, la société civile n'a pas d'autre choix que s'adresser à un autre acteur étatique. Pour connaître de ces griefs, elle devra alors se tourner vers le pouvoir dont la mission est de trancher les litiges en tant que tiers impartial et indépendant. Il s'agit pour le requérant d'investir le droit national comme une ressource pour faire valoir des revendications climatiques au gouvernement. À la différence donc d'un pouvoir bloqué par des considérations politiques, où les sacrifices sont délicats à négocier en raison des conflits d'intérêts toujours plus contraignants, le juge a l'obligation de donner des solutions aux questions juridiques qui le sont soumises. Le système tunisien, tout comme le système français et hollandais, reconnaissent le principe de déni de justice, obligeant le juge ainsi de s'appuyer sur le litige. Finalement, les actions tentées à l'initiative de la société civile nous montrent l'émergence d'un mouvement
transnationale de judiciarisation de la cause climatique, contenant des normes qui s'influencent entre elles, la circulation d'arguments de jugement qui font référence à d'autres. La juridiction administrative tunisienne aussi et peut être considérée comme un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques, car d'abord c'est une juridiction compétente en contentieux administratif et environnemental. Ensuite, parce qu'elle dispose aussi d'une fonction consultative importante, on va voir comment, et elle peut peut agir face aux enjeux climatiques en urgence. Mais le cadre juridique tunisien, même semble être incitatif, reste encore insuffisant. En Tunisie, le cadre juridique semble être incitatif pour saisir le juge administratif en matière de changement climatique. L'arsenal juridique, malgré ça, reste encore insuffisant. Le Parlement tunisien a ratifié le 17 octobre 2016 l'accord de Paris à l'unanimité des voix de ses membres. Cette ratification s'inscrit en réalité dans la continuité du processus d'engagement de la Tunisie en faveur de la lutte contre les changements climatiques qui a commencé déjà par la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 15 juillet 1993. La Constitution du 25 juillet 2022 présente aussi une vision globale de la protection de l'environnement, et ce au niveau du préambule qui a la même valeur juridique que le dispositif, et au niveau même l'article 47. En effet, le préambule présente une vision globale de la préoccupation environnementale tout en la plaçant dans son cadre complexe. Et j'annonce, nous ouvrons avec constance et sincérité pour que le développement économique et social se poursuive sans récession dans un environnement sain qui accroît la splendeur de notre belle Tunisie dénommée la verte, et pour que le développement durable se fasse dans un environnement sain, exempt de pollution. Cette dimension globalisante a été reprise dans le cadre de l'article 47 qui dispose que l'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Mauvaise traduction, malheureusement officielle, car le texte arabe qui fait foi, Salim el-Mouner, c'est-à-dire la protection du climat. Il incombe à l'État donc de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution de l'environnement. Dans ce contexte, il convient de mentionner que dans l'ordonnance de référé numéro 6310, rendue le 23 juin 2021, tout en rappelant les dispositions de l'article 45 dans l'ancienne Constitution tunisienne du 27 janvier 2014, qui garantit le droit à un environnement sain et équilibré et impose à l'État de contribuer à la sécurité climatique, en fournissant les moyens nécessaires pour éliminer la pollution environnementale, le juge administratif tunisien a reconnu que le Code des collectivités locales a imposé dans son article 240 aux municipalités la collecte des ordures ménagères ou assimilées au sens de la loi numéro 2016-30 de 5 avril 2016. Leur tri et leur transport aux décharges contrôlées, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et de la santé publique. Le tribunal administratif a également constaté, grâce à un rapport d'expertise, que la décharge contestée se trouvait à proximité des zones résidentielles, émettait de la fumée et des odeurs désagréables et pouvait causer des maladies cutanées et respiratoires, ainsi que la contamination de l'eau et du sol par des composants toxiques. En conséquence, la municipalité a été tenue de prendre les mesures nécessaires et urgentes prescrites dans le rapport d'expertise sur la décharge afin de minimiser les risques environnementaux graves. Deux projets de code doivent avoir le jour pour qu'on puisse parler en Tunisie d'une vraie justice climatique, à savoir le projet de la justice administrative et le projet de code de l'environnement. Concernant le projet de code de justice administrative qui vise à atteindre plusieurs objectifs, d'abord renforcer la décentralisation de la justice administrative et sa proximité de plus en plus étroite avec le citoyen, la consécration de la compétence générale de justice administrative dans la matière administrative à la lumière des exigences constitutionnelles, la clarification des règles de compétence, la simplification et la codification de procédures,
Faciliter l'accès à la justice administrative et surtout, le plus important pour moi, c'est de garantir le droit constitutionnel à un procès équitable. Quant au projet de code maintenant de l'environnement, il vise à améliorer et renforcer la gouvernance environnementale, à harmoniser et coordonner la législation environnementale. Dans le cadre de renforcement de l'arsenal juridique de droit au climat, tout un chapitre, c'est le chapitre 4 du projet de code de l'environnement, a été réservé à la lutte contre les effets de changement climatique. Et c'est en vertu de l'article 158 de ce code que l'État doit prendre les mesures nécessaires d'atténuation, d'adaptation, de renforcement de la résilience de composantes de territoire national et des écosystèmes naturels face aux impacts actuels et futurs dus au changement climatique. Et selon l'article 160 du Code, dans le respect du principe de la justice climatique, l'État préserve les droits des populations les plus vulnérables, y compris les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées et les populations pauvres et défavorisées. Il convient de noter à ce stade que si ce projet de code de l'environnement est adopté, il sera le premier de genre à servir l'environnement en Tunisie et sera une référence pour l'administration publique, les institutions, mais aussi les juges, pour les générations présentes et futures. Quelles sont maintenant les voies de recours possibles pour que le juge administratif puisse faire face aux enjeux climatiques? D'abord, je veux parler de l'efficience du recours pour excès de pouvoir en matière de justice climatique et la conception extensive de l'intérêt à agir. Avant même le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 3 février 2021 et tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l'État pour la constitution d'un préjudice écologique de fait de l'insuffisance de son action contre le réchauffement climatique, c'est dans le cadre de recours pour excès de pouvoir qu'une première décision climatique a été rendue. Dans le cadre de la décision commune de Grande-Sainte, le Conseil d'État a été amené à prononcer sur la légalité d'une décision administrative concernant les objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Aussi, il y a à reconnaître pour la première fois des questions de la nature ou de l'intensité de l'obligation de l'État d'adopter des mesures pour se conformer aux objectifs de l'accord de Paris. Ce litige climatique est né d'une requête formulée par la commune de Grande-Sainte auprès du gouvernement. La commune de Grande-Sainte et son maire ont demandé fin 2018 au président de la République et au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Un refus leur ayant été opposé, ces derniers ont saisi le Conseil d'État avec le soutien des villes de Paris et de Grenoble, ainsi que des associations ayant pour but la défense de l'environnement. Avant de mesurer l'utilité substantielle du recours pour excès de pouvoir en matière de justice climatique, le requérant doit pouvoir accéder à ce juge. Selon la jurisprudence du Conseil d'État français, il ne se fait pas d'être particulièrement investi dans les questions environnementales et de publier de nombreux articles témoignant de son engagement solide en faveur de la préservation de la faune pour justifier un intérêt à agir en matière environnementale, à l'instar de simples citoyens ou de défenseurs de l'égalité. Avoir été maire d'une commune particulièrement exposée au changement climatique et avoir sa résidence personnelle ne change pas la donne. Dès lors que ni la propriété ni les activités de requérant ne lui permettent de démontrer un intérêt personnel suffisamment spécial et direct, tout recours individuel est voué à l'échec sous le secours d'un raisonnement catégoriel dessiné par le juge ou décidé par le législateur. La fermeté de cette position du juge administratif peut décevoir, reconnaître la faculté à tout citoyen de le saisir des questions attachées à la légalité de la lutte contre le changement climatique porterait certes une ouverture de prétoire de très nombreux requérants, mais pour un nombre très restreint de décisions. La promotion palliative de l'action collective, les obstacles à l'action citoyenne devant le juge de l'excès de pouvoir sont importants et malgré la pertinence des arguments plaidant en faveur de la construction d'une forme d'action climatique citoyenne, il est un pas que la jurisprudence classique, comme naissante, n'entend pas franchir. Toutefois, particulièrement attentif aux enjeux
soutenu le contentieux climatique et fidèle à sa volonté de ne pas interdire absolument l'accès à une problématique à son prétoire, le Conseil d'État a ouvert le contentieux climatique à une action médiatisée par une personne morale. Cependant, la reconnaissance de l'intérêt à agir des collectivités territoriales n'allant pas de soi, il est probable que ce contentieux se développe davantage à l'avenir sous l'effet de recours portés par des associations. Avant la décision Grande Sainte, considérer que les collectivités territoriales disposent d'un intérêt à agir dans le cadre de contentieux climatiques n'avait rien d'évident. De ce point de vue, la décision est remarquable. En effet, il est constant que nos collectivités territoriales n'est pas libre de choix du titre auquel elle saisit le juge administratif. Elle ne peut le faire qu'en cette qualité et son intérêt à agir sera donc toujours analysé d'un triple point de vue de sa spécialité en lien avec son ressort géographique et sa population et de caractère suffisamment direct et certain des effets de l'acte contesté sur les intérêts dont elle a la charge. La consécration attendue de l'intérêt à agir associatif, l'obligation climatique qui baise sur l'action de l'État et au nom des bénéficiaires juridiquement énommés, suggère une action contentieuse collective qui a davantage vocation à être portée par le truchement de l'engagement associatif mais que par les collectivités territoriales. En effet, l'intérêt à agir des associations. À l'image d'une commune, contrairement aux requérants individuels, dont la situation personnelle à un horizon de 20 ans est inconnue, la stabilité que confère la personnalité morale à une association permet d'envisager que le caractère suffisamment certain de son intérêt à agir ne fera pas grande difficulté. Surtout, les effets de l'acte contesté seront analysés au regard, bien sûr, des statuts et activités de l'association. L'atteinte est donc aisée à démontrer s'agissant d'organismes qui œuvrent statutairement en faveur de la protection de l'environnement et inscrivent leur action dans une perspective de temps long. Plus encore, celles des associations titulaires de l'agrément bénéficient d'une qualité assouplie en l'agrément. L'examen de leur intérêt à agir, sur ce point, la décision Grande Sainte éclaire peu l'observateur. Plusieurs associations sont intervenues à l'instar de leur intérêt à intervenir, examinées traditionnellement avec plus de bienveillance que l'intérêt à agir, a fort logiquement été reconnu rapidement au regard de la formulation de leurs statuts respectifs. L'accès au recours pour excès de pouvoir en matière climatique, au nom d'un patrimoine commun dont l'État est le gardien, ne peut pas être l'affaire de chacun, mais doit pouvoir être l'affaire de tous, à condition d'une médiation préalable. En réalité, la position du juge administratif n'a rien de confortable dans son contentieux naissant. La solution de la décision Grande Sainte démontre la pertinence au fond du recours au juge de l'égalité en la matière. En revanche, la nécessité d'une dimension collective de ce type de recours ne doit pas conduire à attendre du juge de l'excès de pouvoir plus ne permet son office, gardien de la légalité, et ne saurait assumer le contrôle démocratique au nom du peuple de l'action politique du gouvernement qui incombe à la représentation nationale. Ainsi, cette conception particulièrement extensive de l'intérêt à agir manifeste nettement la volonté du juge de faire du contentieux climatique une problématique actuelle et centrale de la vie publique. Cette démarche permet également de rassurer les citoyens quant à la prise en compte de cet enjeu au niveau jurisprudentiel. Le juge administratif est donc disposé à faire preuve de vertu dans sa conception de l'intérêt à agir, sous réserve d'agir, bien sûr, dans un but collectif. En effet, les communes de Grande-Sainte, Paris et Grenoble sont intervenues afin de protéger la collectivité des conséquences du changement climatique. Enfin, outre l'intérêt à agir largement interprété par le juge, c'est la voie de recours utilisée par les requérants qui rend la décision aussi effective. Il est vrai,
le recours pour excès de pouvoir s'avère très efficace en matière environnementale. À rebours de l'action en responsabilité, cette voie a pour objet juste d'annuler une décision administrative illégale. En l'espèce, la requête vise à faire annuler la décision administrative née de refus implicite du gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'avantage donc du recours pour excès de pouvoir est que le juge administratif peut prononcer des injonctions contrairement à l'action en responsabilité dans le but de rétablir la situation antérieure à l'atteinte. Cependant, en matière d'environnement, la situation peut rarement être rétablie. Cette dimension procédurale revêt son importance concernant les délais, l'intensité de verdict rendu par le juge. Cette voie est plus complexe en ce qu'elle applique une triple démonstration, une faute, un dommage et un lien de causalité. Deuxième voie de recours au juge administratif en matière de changement climatique, c'est le contentieux de pleine juridiction ou de plein contentieux, recouvre des recours d'une très grande variété, parmi lesquels on trouve le contentieux de la responsabilité. En effet, les récurrents imaginent ce contentieux en termes de responsabilité et les juges mobilisent les outils juridiques de la responsabilité dans le cadre des affaires climatiques. Le jugement par le tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2021 est l'occasion de revenir sur la médiatique et historique affaire du siècle. Médiatique en effet car cette campagne de justice climatique a fait l'objet d'une exposition au grand public d'une ampleur alors jusqu'à présent rarement atteinte, comme en témoigne la pétition associée à cette campagne, devenue la pétition la plus signée en France avec plus de 2 millions de signatures en moins d'une semaine. Historique également, car cette affaire a donné lieu à la première reconnaissance de préjudice écologique par le juge administratif, une nouvelle notion qui a été déjà inclue dans le nouveau projet de code de l'environnement. Il s'agit également de la première décision pour laquelle la responsabilité de l'État est engagée à raison d'un surplus d'émissions des gaz à effet de serre. Le juge administratif paraît dans cette sphère garant symbolique donc, de la justice climatique par les jugements du 3 février 2021 et du 14 octobre 2021. Le juge administratif démontre un intérêt certain pour les enjeux climatiques, comme on atteste l'aisance à admettre la recevabilité des demandes tendant à la réparation de préjudices écologiques. Dans la décision du 3 février 2021, le juge a admis la recevabilité des demandes tendant à la réparation de préjudices écologiques invoquées dès lors qu'il existait un lien moins loin. Une triple reconnaissance inédite dans le cadre des affaires de siècle. D'abord, la reconnaissance d'une obligation générale de lutte contre le changement climatique pesant sur l'État. Le juge s'élèverait à une analyse des engagements supranationaux, desquels découlent les articles de loi fixant les objectifs de l'État en matière de changement climatique. Deuxième reconnaissance de la carence fautive de l'État en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Troisième reconnaissance inédite, c'est du préjudice écologique par le juge administratif qui reste difficile à prouver. En effet, quand bien même il est possible de mesurer la quantité des émissions de gaz à effet de serre, les conséquences des émissions sont difficilement quantifiables car elles apparaissent après un certain temps, mais également car elles provoquent des conséquences en chaîne. Autre voie de recours, c'est le référé. Le recours en référé tend à préserver les droits en ordonnant des mesures provisoires et conservatoires dans des délais courts. Dans ce contexte, le juge administratif tunisien, en matière de constat d'urgence de référé, dans une ordonnance de référé rendue le 18 mars 2011, suite à une demande qui vise à nommer 3 experts spécialisés dans le domaine de l'environnement, de la pollution atmosphérique, des maladies liées à la pollution pour évaluer la gravité des odeurs émanant d'une société située à Borj Sedria, ainsi que leur impact sur la santé et déterminer dans quelle mesure l'entreprise respecte des normes nationales et internationales en matière de traitement des déchets, affirme que le litige soumis à référé concerne l'examen des conséquences de non-intervention de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures légales requises en vertu de la loi face aux violations commises dans le domaine de la protection de l'environnement, de la pollution, de la préservation de la santé.
Étant donné que le sujet de la demande présentée relève au corps de la compétence du juge administratif, il est impératif que le tribunal ait la compétence pour examiner les demandes visant à obliger l'administration à agir ou à annuler ses décisions refusant de prendre des mesures légales contre les violations commises dans le domaine de la protection de l'environnement, de la pollution, de la préservation de la santé, comme dans le cas présent. Donc rien n'empêche le juge administratif tunisien aujourd'hui d'adapter aussi la procédure de référé aux enjeux pour répondre aux enjeux climatiques. Juste, je termine avec la deuxième fonction très importante du juge administratif, qui est la fonction consultative. Cette fonction qui a donné lieu à un avis consultatif du Conseil d'État très important en janvier 2021, en se penchant sur le projet de la loi concessionnelle né du travail de la Convention citoyenne pour le climat, le Conseil d'État attire l'attention du gouvernement sur la phrase « La France garantit la préservation de la biodiversité et de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». Il préconise de préciser, pour clarifier la portée de cette obligation constitutionnelle, il juge nécessaire de questionner l'impact du verbe « garantir » sur la responsabilité juridique de l'État et ses collectivités. Son avis n'est pas suivi, pourtant, quelques mois plus tard, c'est bien cette formulation, notamment ce verbe, qui se retrouve au cœur du désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, un désaccord qui vaut au texte d'être abandonné. L'audace avec laquelle le juge administratif tunisien a été distingué est témoignée par la jurisprudence du tribunal administratif dans divers domaines, ainsi que son rôle normatif et sa flexibilité dans le contrôle de la recevabilité des recours devant lui, fournissant en réalité une base appropriée pour que la juridiction administrative tunisienne peut répondre aux enjeux climatiques aujourd'hui en Tunisie, surtout à la lumière de deux projets de code de la justice administrative et code de l'environnement. Et merci pour votre attention.